René Guénon, le théosophisme, histoire d'une pseudo-religion. Chapitre 16. Début de la présidence de Madame Bezan. Aussitôt après la mort de Madame Blavatsky, un violent débat s'éleva entre Olcott, Judge, et Madame Bezan, qui prétendaient tous les trois à sa succession, et donc chacun se déclarait en communication directe avec les Mahatmas, tout en accusant les autres d'imposture. Ces trois personnages entendaient d'ailleurs exploiter à leur profit la rivalité des trois sections asiatiques, américaines et européennes, à la tête desquelles ils se trouvaient respectivement. Au début, on s'efforça naturellement de cacher ces dissensions. Madame Blavatsky était morte le 8 mai 1891 et dès le 19 mai fut publiée à Londres une déclaration dans laquelle, une protestation contre les calomnies dont la mémoire de la fondatrice était l'objet, on lisait ceci. Quant à ce qui regarde l'idée bizarre que la mort de Madame Blavatsky aurait donné lieu à des contestations pour sa place devenue vacante, permettez-nous de vous dire que l'organisation de la Société théosophique n'a subi et ne subira aucun changement par suite de cette mort. Conjointement avec le colonel Olcott, président de la Société, et M. William Q. Judge, avocat éminent de New York, vice-président et chef du mouvement théosophique en Amérique, Madame H.P. Blavatsky était fondatrice de la Société théosophique. C'est là une situation qui ne peut être donnée par un coup d'État ou autrement. Madame Blavatsky était de plus secrétaire correspondante de la Société, poste absolument honorifique et qui, selon nos statuts, n'est pas obligatoire. Depuis 6 mois, grâce à l'accroissement de notre société, elle exerçait temporairement l'autorité de présidente pour l'Europe, déléguée par le colonel Olcott dans le but de faciliter la bonne administration des affaires, et par sa mort, cette délégation devient vacante. La grande situation de Madame Blavatsky était due à son savoir, à son pouvoir, à sa ferme loyauté, et non à l'influence de la charge officielle qu'elle remplissait. Donc notre organisation extérieure restera sans aucun changement d'aucune sorte. La fonction principale de H.P. Blavatsky était d'enseigner. Celui ou celle qui voudra prendre sa succession devra posséder son savoir. Fin de citation. Cette déclaration portait les signatures des dirigeants de la section européenne, Madame Annie Besant, C. Carter Blake, Herbert Burroughs, Miss Laura M. Cooper, Archibald Cayley, J.R.S. Smith, et celle de Walter R. Holt, secrétaire de la section anglaise, de la comtesse Westminster et de Dr. W. Wynne Westcott, qui devait l'année suivante succéder au Dr. Robert Woodman comme suprême magus de la Societas Rosicruciana in Anglia. Ce démenti au bruit qui commençait à courir ne correspondait pas à la vérité. On s'en aperçut lorsque le 1er janvier 1892, Olcott abandonna la présidence. Il donna sa démission par une lettre adressée à Judge, dans laquelle il mettait en avant des raisons de santé et priait humblement ses collègues de le considérer non comme une personne digne d'honneur, mais seulement comme un pécheur qui s'est trompé souvent, mais qui a toujours essayé de s'élever et d'aider ses semblables. En rendant cette lettre publique, le 1er février suivant, Olcott l'accompagna d'un commentaire où se montrait le souci de ménager également l'un et l'autre des deux concurrents qui allaient rester en présence. Citation. Mes visites en Europe et en Amérique, disait-il, m'ont prouvé que l'état actuel du mouvement est très satisfaisant. J'ai pu constater également à mon retour aux Indes que la section indienne nouvellement formée est en bonne main et sur une base solide. En Europe, Madame Annie Besant, presque d'un seul élan, s'est placée au premier rang. Par l'intégrité bien connue de son caractère et de sa conduite, par son abnégation, son enthousiasme et ses capacités exceptionnelles, elle a dépassé tous ses collègues et profondément remué l'esprit des races de langue anglaise. Je la connais personnellement et je sais qu'aux Indes, elle sera aussi aimable, aussi fraternelle envers les Asiatiques que H.P. Blavatsky ou moi l'avons été. En Amérique, sous la ferme et capable direction de M. Judge, la société s'est répandue de long en large dans le pays et l'organisation y grandit chaque jour en puissance et en stabilité. Ainsi, les 3 sections de la société sont en de très bonnes mains. Et ma direction personnelle
n'est plus indispensable. Je me retirerai dans ma petite maison d'Outacoumund, où je vivrai de ma plume et d'une partie de mes revenus du théosophiste. J'ai l'intention d'y compléter une partie inachevée mais essentielle de ma tâche, à savoir une compilation de l'histoire de la société et certains livres sur la religion et les sciences occultes et psychologiques. Je serai toujours prêt à donner à mon successeur l'aide dont il aura besoin et à mettre à la disposition de son comité mes meilleurs conseils basés sur l'expérience de 40 années de vie publique et de 17 ans de présidence de notre société. Fin de citation. Olcott n'ayant pas désigné de successeur, il devait être procédé par vote à l'élection d'un nouveau président. Entre-temps, le démissionnaire, encore en fonction, décida que le 8 mai, anniversaire de la mort de Madame Blavatsky, serait appelé « jour du lotus blanc » et qu'il devrait être célébré dans toutes les branches du monde, d'une manière simple et digne, en évitant tout sectarisme, toute plate adulation, tout compliment vide et en exprimant le sentiment général de reconnaissance aimante pour celle qui nous a apporté la carte du sentier ardu qui mène au sommet de la science. Nous avons rapporté précédemment un fait qui montre comment les théosophistes observent la recommandation d'éviter toute plate adulation. Les 24 et 25 avril 1892 eut lieu à Chicago la convention annuelle de la section américaine. Elle se montra disposée à refuser la dimension du colonel Olcott et à le prier de conserver ses fonctions. Sans doute craignait-on que Madame Besan fût élue et elle émit le vœu que Judge fût choisi d'avance comme président à vie pour le jour où la présidence deviendrait vacante. Bientôt après, on apprenait que, cédant aux vœux de ses amis et de la Convention américaine, ainsi qu'à la nécessité de terminer plusieurs affaires légales, le colonel Olcott avait ajourné sa démission à une date indéfinie. Le 21 août suivant, il retirait définitivement cette démission en désignant Judge comme son successeur éventuel. Cependant, un peu plus tard, à la suite de divers incidents fâcheux et notamment du suicide de l'administrateur d'Adyar, S.E. Gopalacharlu, qui avait volé depuis plusieurs années des sommes importantes à la société sans que personne s'en aperçût, il y eut un rapprochement entre Olcott et Madame Besan. En janvier 1894, cette dernière alla avec la comtesse Wachtmeister faire une tournée dans l'Inde et Olcott les accompagna partout. En mars, quand elle repartit pour l'Europe, Olcott lui avait attribué la direction de la section ésotérique, sauf la fraction américaine qui était conservée à Judge. En novembre de la même année, Judge voulut destituer Madame Besan, mais il ne fut suivi que par une partie des membres de la section américaine. En revanche, il fut plus que jamais accusé d'imposture par les partisans de Madame Besan. À ce moment, l'organe de la section française publiait sous les initiales du commandant D.A. Courmès un article où l'on pouvait lire ce qui suit. Ouvrez les guillemets. À tort ou à raison, l'une des principales personnalités du mouvement théosophiste actuel, William Q. Judge, est accusé d'avoir fait passer pour projeter directement par un maître certaines communications ayant peut-être mentalement cette provenance, mais portées sur papier par le seul fait de W.Q. Judge. La neutralité de la société théosophique et le caractère occulte des communications dites précipitées auraient empêché W.Q. Judge de s'expliquer complètement sur les faits qui lui étaient reprochés. De plus, des imprudences, filles de l'imperfection humaine, auraient encore aggravé l'incident. Et on peut dire que les théosophistes de langue anglaise sont pour le moment divisés en deux camps, pour ou contre W.Q. Judge. Fin de citation. À quelque temps de là, le PAT avertissait les membres de la société théosophique que de mauvais plaisants et de gens mal intentionnés envoyaient à ceux qu'ils croyaient naïfs de prétendus messages occultes. Jamais on n'avait eu autant de soi-disant communications des maîtres, même du vivant de Madame Blavatsky. Enfin,
Le 27 avril 1895, les partisans de Judge se séparèrent entièrement de la société d'Adyar pour constituer une organisation indépendante sous le titre de Société théosophique d'Amérique. Cette organisation, qui existe toujours, fut présidée par Ernest T. Hargrove, puis par Madame Catherine Tangley. Avec cette dernière, son siège central fut transporté de New York à Point Loma, en Californie. Elle a des ramifications en Suède et en Hollande. Sur les accusations portées contre Judge, voici les précisions instructives qui furent données peu après la scission dans un article que le docteur Pascal publia dans le Lotus Bleu. Ouvrez les guillemets. Presque aussitôt après la mort de H.P. Blavatsky, de nombreux messages furent transmis par M.W.Q. Judge, comme venant d'un maître hindou. Ces messages étaient soi-disant précipités par les procédés occultes et portaient l'empreinte du cryptographe du même maître. Il fut bientôt reconnu que cette empreinte provenait d'un fac-similé du sceau du maître fac-similé que le colonel Olcott avait fait graver à Delhi dans le Pendjab. Grâce à une erreur de dessin commise par le colonel Olcott, ce fac-similé était très reconnaissable. Il donnait une empreinte ressemblant à un W, tandis qu'il aurait dû représenter un M. Ce pseudo-sceau avait été donné à H.P. Blavatsky pour le colonel Olcott, et un certain nombre de théosophes l'avaient vu pendant sa vie. À sa mort, il avait disparu. Quand le colonel Olcott vit pour la première fois l'empreinte qui accompagnait les messages de W.Q. Judge, il apprit à ce dernier qu'il avait fait graver un sceau dans le Pendjab et que ce sceau avait disparu. Il ajouta qu'il espérait bien que celui qui l'avait volé ne s'en servirait pas pour tromper ses frères, mais que, dans tous les cas, il saurait reconnaître cette empreinte entre mille. Dès ce moment, les messages nouveaux ne portèrent plus l'empreinte du cryptographe, et les messages anciens qui virent à la portée de W.Q. Judge eurent l'empreinte enlevée par le grattage. Il convient d'ajouter qu'un théosophiste belge partisan de Judge, Opperman, envoya une réponse à cet article. Et la direction du Lotus Bleu, après en avoir annoncé la publication, se ravisa tout à coup et refusa formellement de l'insérer, sous prétexte que la question avait été tranchée au mois de juillet par la Convention de Londres. À cette convention, Olcott avait simplement pris acte de la sécession et annulé les chartes des branches américaines dissidentes, puis réorganiser avec les éléments qui n'avaient pas suivi Judge une nouvelle section américaine ayant pour secrétaire général Alexander Fullerton. Une section australienne avait d'autre part été récemment fondée avec le docteur A. Carroll pour secrétaire général. Puis Sinnett avait été nommé vice-président de la société en remplacement de Judge. Quelques membres de la section européenne, après avoir vainement essayé de faire entendre une protestation en faveur de ce dernier, se séparèrent officiellement pour se constituer à leur tour, encore distincts, sous le titre de Société théosophique d'Europe et sous la présidence d'honneur de Judge. Parmi eux était le docteur Archibald Cattley, dont le frère Bertram, par contre, demeura secrétaire général de la section indienne. Le docteur Franz Hartmann se joignit également aux dissidents. Comme bien on pense, tous les événements que nous venons de rapporter n'avaient pas été sans transpercer au dehors au moment même où ils s'étaient produits. Tout d'abord, on avait faim dans les milieux théosophistes de considérer les échos qu'en donnait la presse de Londres comme devant constituer une excellente réclame pour la société. Ouvrez les guillemets. Les journaux, disait-on en septembre 1891, ont fait beaucoup de bruit au sujet des lettres qu'Annie Besant déclare avoir reçues des Mahatmas depuis la mort de H.P. Blavatsky. Le Daily Chronicle a ouvert ses colonnes à la discussion et nos frères ont profité de cette belle publicité pour exposer nos doctrines. Plus de 6 colonnes par jour étaient remplies de lettres théosophiques et anti-théosophiques, sans oublier les clergymènes et les membres de la Société des recherches psychiques. Fin de citation. Mais les choses changèrent d'aspect lorsque le mois suivant, on vit paraître précisément dans le journal qui vient d'être mentionné cette sévère appréciation, ouvrez les guillemets. Les théosophistes sont trompés et beaucoup découvriront leur déception. Ils ont, nous en avons peur,
ouvert les portes à un véritable carnaval de duperie et d'imposture. Fin de citation. Cette fois, ceux qui étaient visés gardèrent un prudent silence sur cette belle publicité, d'autant plus que la Westminster Gazette, de son côté, commençait bientôt à publier sous la signature de F. Edmund Garrett toute une série d'articles fort documentés que l'on disait même inspirés par des membres de la section ésotérique et qui furent réunis en volume en 1895 sous ce titre significatif « Isis Very Much Unveiled ». D'autre part, un fameux liseur de pensée, Stuart Cumberland, offrit une prime de 1000 livres à quiconque voudrait produire en sa présence un seul des phénomènes attribués au Mahatma. Ce défi, bien entendu, ne fut jamais relevé. En 1893, M. Nagarkar, membre du Brahma Samaj et par conséquent peu suspect d'une hostilité de parti pris, déclarait à Londres que le théosophisme n'était regardé dans l'Inde que comme une vulgaire ineptie. Et il répondait à ses contradicteurs, ouvrez les guillemets, « Vous n'avez pas la prétention, je suppose, vous qui connaissez à peine les choses de votre propre contrée, de m'apprendre les choses de mon pays et de ma compétence. Vos Mahatmas n'ont jamais existé et sont simplement une plaisanterie de Madame Blavatsky, qui a voulu savoir combien de fous pourraient y croire. Donner cette plaisanterie pour une vérité, c'est se rendre complice de la faussaire. » Fin de citation. Enfin, le 2 octobre 1895, Herbert Burroughs, celui-là même qui avait introduit Madame Besant dans la Société théosophique, écrivait à W.T. Stead, alors directeur du Borderland, ouvrez les guillemets, « Les récentes découvertes de fraudes qui ont divisé la société m'ont conduit à de nouvelles investigations qui m'ont entièrement prouvé que, pendant des années, la tromperie a régné dans la société. Le colonel Olcott, président de la société, et M. Sinnett, le vice-président, croient que Madame Blavatsky a été partiellement de mauvaise foi. Aux accusations de fraude lancées par Madame Besant contre M. Judge, l'ancien vice-président peut ajouter les accusations contre le colonel Olcott, qui ont été portées à la fois par Madame Besant et M. Judge. Je ne puis accorder plus longtemps ma reconnaissance et mon appui à une organisation où ces choses suspectes et d'autres encore se passent. Et sans cependant abandonner les idées essentielles de la théosophie, je quitte la société. Pour cette raison que, telle qu'elle existe à présent, je crois qu'elle est un danger permanent pour l'honnêteté et la vérité, et une perpétuelle porte ouverte à la superstition, à la déception et à l'imposture. Fermez les guillemets. Et en décembre 1895, on lisait dans l'English Theosophist, organe des dissidents, après les guillemets, M. Sinnett a déclaré lui-même que M. Judge fut dressé dans toutes ses fraudes par Madame Blavatsky. Madame Besant sait que M. Olcott et M. Sinnett croient que Madame Blavatsky a été de mauvaise foi, mais elle n'a eu encore ni le courage moral, ni l'honnêteté de le dire. On voit dans quelles conditions Madame Besant prit la direction de la Société théosophique. En fait, elle l'exerça sans contestation à partir de 1895, bien que ce ne soit qu'assez longtemps après qu'Olcott l'abandonna officiellement en sa faveur. Nous n'avons pu trouver la date exacte de sa démission définitive. Il semble d'ailleurs qu'il ne se résigna que d'assez mauvaise grâce à renoncer à son titre de président, mais devenu purement honorifique. Il mourut le 17 février 1907, après avoir mis à exécution son projet d'écrire, à sa façon, l'histoire de la société, qui parut sous le titre d'Old Diary Lives.